Bah, moi, Buffy, c'était vraiment mon rendez-vous du samedi soir. Voilà pourquoi c'est une inspiration énorme. Adèle est extraordinaire dedans, mais comme tous les films, ouais, elle manque. Un plat de nouilles prend du sens. Enfin, on passe vraiment, je suis coq à l'âne. J'avais qu'une envie, c'était d'appeler ma mère toutes les 2 secondes, quoi. Bon courage pour ce montage. Elle a un rire tellement sublime. Hey, salut tout le monde, c'est moi. Ah non, là on me voit pas. Je suis là. Voilà, non, pas ici. Là. Voilà, là, je suis là. Salut tout le monde, c'est moi, le DVD de Vidéo Club. C'est juste un petit message pour vous dire merci. Merci de suivre depuis si longtemps ce programme qui nous a permis de recevoir les plus grands réalisateurs et réalisatrices pour parler cinéma en toute simplicité. Et pour nous permettre de faire vivre Vidéo Club encore plus longtemps, nous sommes accompagnés de Pluto TV pour cet épisode. Pluto TV, c'est la plateforme gratuite de streaming qui regorge de classiques déjà cultes. Merci à eux, merci à vous et bon visionnage. Allez, je rentre dans mon rayon, moi. Voilà, je suis bien là. Un peu serré, mais bon. Non, mais ça va, ça va. Tout à l'heure, tu nous parlais un peu de tes souvenirs très sensoriels du vidéo club. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Est-ce que c'est des endroits que tu as fréquentés? Oui, alors j'en ai fréquenté un quand j'habitais donc Creuset, quand j'étais petite, de mes 10 ans à mes 9-10 ans à mes 14 ans, 15 ans. Je sais plus en fait quand ça s'est arrêté parce qu'un jour il a fermé. Et en fait j'y allais très souvent, au moins une fois par semaine avec ma sœur, c'était juste à côté de la maison. Et j'ai encore toutes les sensations, tous les bruits, toute l'excitation de se dire qu'est-ce qu'on va se regarder ce soir, sachant qu'on prenait quasiment tout le temps des films d'horreur. Même quand j'avais 9-10 ans, elle est plus grande que moi, mais ça. Et on était obnubilés par trouver des films d'horreur interdits moins de 18 ans. Ça nous paraissait magique que ça soit interdit de moins de 18 ans. Bon, je sais pas pourquoi. Et ce qui me fascinait, c'est que la dame du vidéo club, je m'en souviens très bien, presque comme de l'ASMR. En fait, il y avait des petites étiquettes sur chaque cassette, parce que c'était pas des DVD. Il y avait des petites étiquettes ou rouges ou vertes avec un numéro et on prenait juste le numéro parce que la boîte était vide. On lui amenait et en fait elle avait des ongles très longs et donc elle prenait cette petite étiquette et elle cherchait dans un classeur l'étiquette qui correspondait et ensuite elle sortait la cassette et elle mettait la cassette dans la boîte et tout ça était accompagné d'un son très particulier qui me reste encore vachement en tête et qui mélange et un côté rassurant, maison, excitation, enfin voilà. Je me suis dit que c'était bien de commencer par les premiers films dont on se souvient quand on est enfant. Et moi, je crois que j'ai eu mes premières émotions. Alors, je l'ai pas vu au cinéma, je le voyais quasiment tous les Noëls en cassette chez ma grand-mère. Tous les petits-enfants regardaient donc Bambi et j'ai eu mes premières vraies émotions avec ce film. What do you know? Je pense que j'ai pris conscience de la mort avec ce film, du danger, des saisons qui passent, de l'amour, de la découverte. Il y a quelque chose de très ASMR aussi dans ce... Parce que je me souviens à chaque fois, par exemple, que je regarde les gouttes de pluie, j'ai l'impression d'être toujours Bambi qui regarde comme ça les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles. D'ailleurs, tu as fait un court-métrage avec une histoire de biche, si je me souviens bien. Est-ce qu'il y a un lien? Ça se trouve? Peut-être. Inconscient, mais peut-être. My God, my eyes are so beautiful. J'adore ce filtre. I'm a queen of Snapchat. Cinéma asiatique, oui. Alors j'en aurais pu en mettre beaucoup, plus que ça, mais à un moment donné, il faut faire des choix. J'aurais pu mettre tous les films de Wong Kar-wai. Là, j'en ai mis 2, c'est déjà pas mal. J'ai mis Chungking Express. Souvent, j'aime pas regarder les films plusieurs fois, mais il y a quelques films comme ça, les films de Wong Kar-wai et Titanic, Moulin Rouge, qui n'ont rien à voir, mais que j'ai vu plusieurs fois. Bon, ils sont quand même différents, hein, ces 2 films, mais là, pour moi, c'est le film érotique à voir au moins une fois dans sa vie, même si il se passe pas grand-chose et pourtant il se passe tout.
On voit pas beaucoup de peau et pourtant c'est très excitant et très sensuel et sensoriel. Il y a beaucoup de déambulations, de corps qui se croisent, de corps qui se frôlent. Tony Leung, moi je l'adore. Tony Leung, c'est un de mes acteurs préférés. Il a une aura, un charisme que je le trouve extraordinaire. Et donc on voit ces deux êtres comme ça se frôler dans des décors, des rues, des intérieurs somptueux. Il y a tout prend du sens, un plat de nouilles prend du sens, je sais pas comment dire ça, une porte qui s'ouvre prend un sens énorme. La musique, absolument fabuleuse, c'est un chef-d'œuvre en soi, la musique de ce film. T'as vécu ton moment Wong Kar-wai-esque à Hong Kong, toi? Oui, presque. et mon moment aussi, Wong Kar-wai, entre In the Mood for Love et Chungking, d'ailleurs, parce qu'on a tourné dans le Chungking. Ouais. Donc j'étais hyper émue parce que je crois qu'il a grandi là, Wong Kar-wai, il a grandi à côté ou dans le Chungking, qui est vraiment un Chungking Mansion, qui est comme une espèce de grand, c'est pas un centre commercial, mais comme une espèce de grand marché intérieur. Et c'est très vivant, c'est un peu dangereux aussi. C'est un peu parfois expérimental, voire presque conceptuel dans la manière dont il monte ses films. Je crois d'ailleurs qu'il tourne énormément de mois, de semaines. Il a énormément de rush et presque il fait plusieurs films avec un tournage. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs films et après quand il monte, ça devient plein de choses en fait. Et là, on suit un peu deux histoires avec toujours deux histoires d'amour. C'est toujours très romantique. Plein d'histoires qui s'entremêlent. Il y a souvent des flics, souvent des gens qui sont un peu désespérés en amour, qui sont un peu qui vivent des tromperies ou des départs. Enfin on les quitte et donc il y a des nouvelles histoires qui apparaissent et là il y a une rencontre notamment que je trouve sublime entre un des flics et une jeune femme qui travaille dans un stand de nourriture, je crois, qui écoute toujours la musique quand on vient lui commander quelque chose. Et il y a une scène que j'adore, qui m'a inspirée un petit peu pour, même si ça n'a rien à voir, mais malgré tout, je sais que j'y ai pensé beaucoup pour mon film Les femmes au balcon. C'est qu'elle, à un moment donné, donc elle tombe amoureuse de ce flic et elle le suit. Et je trouvais ça intéressant que ça soit c'est souvent l'inverse, c'est souvent un homme qui suit une femme mystérieuse et qui est dans ce truc presque de prédateur. Et là, c'est un peu inversé, c'est elle qui le suit, c'est elle qui s'introduit chez lui quand il est pas là, qui regarde ses affaires, qui range. À chaque fois qu'elle arrive, elle range tout. Elle fait son lit, parce que lui, il se laisse un peu aller. Donc elle prend soin de son chez lui et lui, il se demande à chaque fois qu'il rentre, Et à un moment donné, il voit qu'elle est là et il essaie de l'attraper et elle arrive à s'enfuir. Alors Cyclo, je vais peut-être parler de Cyclo parce qu'on reste pas si loin. On n'est pas dans le film d'horreur encore. Donc Cyclo, Tran Anung, film franco-vietnamien. J'ai regardé tous ses films. Je me demande si c'est pas son premier ou un de ses premiers, celui-ci. Cyclo, mais il y a aussi L'odeur de la papaye verte à la verticale de l'été. Des films que j'adore, qui pareil ont énormément de poésie, énormément de... Les cinq sens prennent beaucoup d'espace dans le film, comme si on pouvait sentir l'odeur de la nourriture, les différentes odeurs et sons qu'il y a dans la rue. Là, on est dans un quartier pauvre au Vietnam et on suit pareil plein de petites vignettes. Enfin, ça reste une famille. Il y a donc des personnages principaux qui un livreur sur un cyclo, quoi, il se le fait voler, je crois. Et donc du coup, il prend un chemin avec on va dire un peu des mafieux, quoi, un mauvais chemin, mais parce qu'il n'a pas le choix en fait. Il doit subvenir aux besoins de sa famille. On suit aussi sa sœur qui essaie de s'en sortir et tout ça. Et petit à petit, il s'enfonce dans quelque chose de terrible, mais c'est amené avec beaucoup de poésie et beaucoup de tendresse. Je trouve qu'il y a un regard très horizontal justement sur cette famille pauvre, mais il y a un très beau regard sur eux. Avec des scènes
esthétiquement à couper le souffle, visuellement très très forte, quoi. Ensuite, les films d'horreur. Ring, ça fait partie des premiers films d'horreur que j'ai vus. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Moi, je regardais avec ma sœur que les versions japonaises, pas la version américaine. Je trouve que je les trouve mieux et je les trouve plus effrayants. Personnellement, moi, les films de fantômes et d'esprits m'ont toujours fait plus peur que les films gore où on voit du sang. Et il y a quelque chose qui reste dans la tête et j'ai toujours pensé que s'il y avait plus de possibilités qu'un esprit vienne nous hanter plutôt qu'un tueur vienne dans la maison. Et bon, alors que techniquement, on pourrait se dire l'inverse, mais voilà. Donc ça, grand film d'horreur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lié à une cassette qu'on regarde et à partir de là, à partir du moment où on l'a regardé, il y a des choses un peu étranges dans cette cassette et il reste 7 jours à vivre aux personnes qui l'ont vu et il y a une jeune femme qu'on voit sur la vidéo qui me faisait flipper, qui sortait de la télé et qui était complètement désarticulée, je me souviens d'un puits, enfin je donne juste des images comme ça pour pas trop en dire, mais ça fait très très peur, quoi. Il y a un film qui était sorti un peu plus tard qui m'avait fait penser un peu à ça, à part L'Exorciste, qui est encore différent. C'était The Grudge avec Sarah Michelle Gellar. Et t'as pu mettre des fantômes dans ton film que tu viens de Et j'ai mis des réaliser, fantômes dans mon film, tout à fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un film qui, moi, m'avait beaucoup marqué, que j'ai revu récemment et que je trouve qui est magistralement interprété, mis en scène, qui est un thriller d'horreur. Dans ces films, les flics sont toujours montrés de manière un peu absurde, où ils sont toujours comme s'ils étaient en retard ou toujours un peu en décalé avec ce qui se passe et toujours trop lent et on n'y arrive jamais, quoi. Et, bon, je vais pas raconter la fin, mais du coup il y a un côté très agaçant, mais jusqu'au bout on a l'impression que, j'ai peur de spoiler, mais que un des personnages va être sauvé. Et donc on est en haleine pendant tout le film, avec des personnages particulièrement agaçants, avec d'autres personnages particulièrement intéressants. Et non, je crois que c'est dans The Strangers qu'il y a un paix dans le commissariat. Il y a un des flics qui pète, mais sans aucune raison. Hein. Et il y a aucune réaction d'ailleurs des personnages dans le film. Ça montrait une certaine absurdité du truc, tout en menant une affaire assez horrible à côté, quoi. Dans Strangers, il y a plus de fantômes et de démons et tout ça, mais on est toujours avec des flics. Penelope Cruz, déjà une grande inspiration. Moi, en tant que comédienne, je suis très admirative de cette actrice. Et d'Almodovar, que j'aime énormément. Alors j'aurais pu mettre presque tous les films d'Almodovar, sauf un que je n'ai jamais compris. Et d'ailleurs, j'aimerais bien un jour pouvoir rencontrer Almodovar pour pouvoir parler de ce film que je n'ai pas compris, qui est Parle avec elle, qui me met très mal à l'aise. Et j'aimerais comprendre ce qu'il a voulu dire, raconter dans ce film. Tous les autres, je les adore sans retenue, dont Volver, qui a été encore une source d'inspiration. Donc on suit des femmes. Penelope Cruz est en couple avec un mec pas cool du tout. Et on peut le dire, parce que c'est le début du film, la jeune fille, sa fille, je veux dire, le tue. En tout cas, cette idée de mare de sang avec des femmes en couleur, qui parlent fort, qui sont en vie, qui sont pleines de contradictions, de complexité, en même temps dans une sororité avec toutes ces femmes du village, y a eu aussi une histoire de fantôme dedans. Voilà pourquoi c'est une inspiration énorme. Les Petites Marguerites, que j'ai découvert assez récemment, qui j'ai découvert était un film culte, mais pas suffisamment connu, qui date de 1966, je crois, de Vera Chytilova.
Je l'ai pas découvert au cinéma, mais c'est un film qui, encore une fois, même encore plus que tous les autres, prend énormément de liberté. On suit deux femmes qui s'appellent Marie 1 et Marie 2, qu'on voit sur l'affiche. Et on les suit dans leur intimité, dans un appartement décoré de manière jamais vue dans un film, un appartement décoré comme ça. Donc il y a vraiment un souci du détail et de la mise en scène, mais aussi de la mise en décor de chaque pièce. Et qui se retrouvent dans un monde, je crois qu'il y a des images de guerre dans le film, et qui se retrouvent dans une société de surconsommation, de destruction. Et en fait, elle décide d'en faire pleinement partie, et donc c'est même pas de se venger, mais de participer de manière provocante à cette destruction. Je me souviens d'une scène avec de la nourriture à la fin qui avait énormément choqué. À l'époque, il a été censuré dans pas mal de pays, je crois, ce film. Badi. Il y a vraiment un rapport à la destruction qui est un reflet en fait de notre société. Donc c'est un film très très politique, mais aussi dans sa forme très libre, parce qu'il y a pas on n'est pas dans un film, une narration efficace, pas du tout quoi. Et en même temps avec une puissance dans ce que ça raconte et une beauté aussi esthétique absolument folle. Un peu de cinéma italien, j'aime beaucoup le cinéma italien. J'ai découvert assez tard. En fait, donc comme je disais tout à l'heure, j'allais au vidéoclub avec ma sœur. On allait très peu au cinéma et on regardait que des films d'horreur et la télé, des séries à la télé. Donc, je suis arrivée à Paris à 17 ans, je ne connaissais rien. Je suis arrivée au cours Florent. J'avais la honte parce que tout le monde avait une culture assez, que ce soit en littérature ou en film, assez pointue. Et c'est vrai que j'avais un peu un complexe à ce moment-là. Un acteur que j'ai rencontré dans mon premier film, qui s'appelle L'Orpheline avec un bras en moins, avec en plus un bras en moins qui avait été écrit par Roland Topor et réalisé par Jacques Richard, où je joue avec Melville Poupeau. Vous êtes né comme ça? Non. J'ai eu un accident de voiture quand j'avais 3 ans. Pourquoi? Ça vous dérange? Non, au contraire. Et Melville Poupeau m'avait fait une énorme liste, plein de films à voir, dont dans le cinéma italien, quels sont les films... Enfin, c'est une liste que j'ai toujours d'ailleurs, et qui m'a permis comme ça de me lancer, de commencer déjà à voir tous ces films. Donc la plupart, je les ai vus en DVD ou en streaming légal. Donc l'Eclipse, qui est vraiment un de mes films préférés d'Antonioni. Donc il y a Alain Delon dedans et Monica Vitti que j'adore. En fait, je crois que je suis assez bouleversée des films où on voit des personnages et souvent des femmes qui sont dans l'errance, qui sont dans la quête, la recherche de quelque chose, mais souvent elles-mêmes ne savent pas quoi. La scène d'ouverture est magnifique, elle quitte son mari ou son mec qui ne comprend pas. Parce que beaucoup d'hommes, surtout à l'époque, j'imagine, ne comprennent pas les femmes, mais parce que peut-être qu'ils n'ont pas pris le temps de les comprendre. C'est intéressant d'ailleurs de voir dans tous ces films, souvent il y a beaucoup de femmes mystérieuses. Et c'est marrant en tant que femme de voir tous ces films et de voir ça, parce que moi je pense que le mystère, c'est parce que justement on a créé une espèce de femme objet, une espèce d'image qu'on peut ou non posséder, disposer et y mettre ce qu'on veut, y projeter ce qu'on veut quand on est homme. Et du coup, elle en devient un mystère puisque finalement elle-même n'ose pas, ne peut pas vraiment s'exprimer dans cette société et dans cet espace public non plus. Donc elle en devient un mystère, mais ce mystère n'est pas quelque chose de sympa, c'est plutôt assez terrible en fait. Ce mystère-là qui en fait est pas réel. Et bref, j'adore ce film, je pourrais en parler des heures. Mama Roma, Anna Magnani, une de mes actrices préférées, qui est presque une des seules, ou justement, qui n'est pas dans ce truc de mystère, parce qu'elle est là, son corps, sa présence, sa voix, sa complexité. Oui, ça, ses cris, ses envies, ses désirs, j'ai l'impression qu'on les sent, on les entend beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus que dans d'autres films et chez d'autres actrices. Sì, ma io mica batto. Era ora. Ah! Perché?
Et celui-là, ça fait partie de mes films préférés. Et c'est une histoire sublime. Donc c'est Pasolini, et c'est une histoire sublime d'une mère prostituée qui récupère son fils et qui essaie de... Donc je crois qu'elle s'installe à Rome, enfin dans une banlieue de Rome ou à côté d'un terrain vague, et elle essaie de reconstruire sa vie avec son fils. Mais bon, elle essaie d'avoir un petit boulot, de retravailler, et son fils, lui, il erre avec d'autres adolescents, donc il y a encore beaucoup d'errance avec d'autres adolescents du quartier, et il part un peu en vrille, et cette mère fait tout ce qu'elle peut pour joindre les deux bouts et pour sauver son fils. C'est très très poignant, et dans mes souvenirs, il y a une scène d'ouverture absolument exceptionnelle. A Carmine! A sola sposa ecco i nostri fratelli! Sì, fratelli d'Italia. E addio te saluto, ma qua l'Italia è! Voilà. Ensuite, alors simple comme Sylvain. Parce que, je sais pas si tu l'as vu, mais on sent que dans Si, ton je l'ai film... vu, je l'adore. Ouais, on sent que la façon dont tu filmes les femmes et le désir ou la nudité ont été très réfléchies. Et moi, je trouve que dans Simple comme Sylvain, elle fait vraiment un truc qui est incroyable à ce niveau-là. C'est incroyable. Je sais pas trop comment elle réussit ça, à faire ce film aussi sensuel, sexuel et tout en préservant son actrice. Enfin, elle a vraiment, je trouve, un regard absolument magnifique. Donc ça m'intéresse. Ah bah moi, Monia Chokri, je l'adore, humainement, comme actrice, comme réalisatrice. J'ai absolument adoré ce film. C'est marrant parce que je l'ai vu avec ma sœur et ma mère. Bon, ben, tu vas rentrer. J'aime pas ça des fois comme petite collation. On a ri, mais qu'est-ce qu'on a ri? Et en même temps, c'est assez rare finalement, alors moi aujourd'hui, mais de se reconnaître en tant que femme dans des situations avec peut-être un autre rapport à la sensibilité ou à l'amour, ou j'en sais rien, mais je trouve qu'elle raconte non seulement les corps et l'intimité, la sexualité différemment, mais aussi les dynamiques justement amoureuses différemment. Et je trouve ça hyper pointu, hyper intelligent, et ça ouvre complètement à d'autres imaginaires qui moi me manquaient et me manquent toujours aujourd'hui, quoi. Les acteurs sont exceptionnels. Enfin pour moi franchement c'est un culte. Enfin, moi Buffy c'était vraiment mon rendez-vous du samedi soir. On allait commander du Domino's Pizza et on regardait. Attends, je dis des trucs très précis, mais pour moi ça va ensemble. Et aussi j'ai tourné quand je commençais, j'ai tourné dans un petit film anglais, The Brothers, je crois ça s'appelle. Et comment il s'appelle déjà? Rupert Giles, qui est donc un peu le mentor dans Buffy, qui voit toujours dans la bibliothèque de l'université. Et j'ai joué avec lui. Mais c'était il n'y a pas si longtemps après, parce qu'en fait, j'ai dû jouer avec lui, j'avais 20 et quelques. Buffy, ça s'est arrêté trop tôt, malheureusement. Mais ça m'a fait une sensation, pour moi, j'étais une star à ce moment-là. Alors que personne n'a vu le film, que c'était vraiment mes tout débuts, personne ne me connaissait. Et puis finalement, j'ai commencé à travailler quand même bien plus tard. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est bon. Je touche le Graal, quoi. Les Diaboliques, vous allez me dire, en fait, il y en a des films avec des femmes complexes et des femmes... Oui. Et alors? Diabolique, j'adore. Simone Signoret, immense actrice. Ça fait encore partie de ma longue liste de références, mais on est sur des femmes qui... En fait, souvent, on appelle ces femmes un peu des films de vengeance, mais moi, je dirais plutôt que c'est des films de défense, personnellement. En liberté, moi, j'ai envie de parler d'Adèle et de dire... ce film, il est génial, hein, de Pierre Salvadori, donc. J'ai vraiment adoré. Je sais que ça a été une source d'inspiration pour l'innocent, dans un peu ce ton de comédie-là et de jeu. C'est lequel? C'est celui avec le col roulé noir, là, tu le vois, là? Oh putain. Quoi? Mais il est canon. Non, mais pas ça, qu'est-ce que tu sens? Sylvie! Elle est extraordinaire dedans, mais comme tous les films dans lesquels elle joue. Et en tout cas, c'est l'occasion de dire qu'on aime tous ces films, qu'on pense à elle et que je pense à elle, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, mais ouais, elle manque.
Je trouve que En liberté, comme L'innocent, c'est un peu à toutes les deux vos révélations dans le registre de la comédie. Est-ce que toi, tu savais que tu avais ça en toi? C'est pas que je savais que ça. J'avais fait quelques films. Alors j'avais fait le court-métrage de Pierre Ninet qui s'appelle Pour le rôle. Roger. Non. Mais laissez-moi parler. Allons-y. J'avais fait Le Retour du héros que j'ai vu pas loin d'ailleurs. Je sais pas où il est, mais je l'ai vu tout à l'heure. Racontez-nous comment vous êtes sortis de cette impasse, dans ce fortin avec cette poignée d'hommes et ces 2000 Anglais qui vous encerclaient. Oui. Mais en fait, vu que personne n'en avait trop parlé, bon après, peut-être ça restait des plus petites choses, c'est pas plus petits films, parce que Le Retour du héros, c'est mes plus petits rôles pour moi. Du coup, peut-être que j'étais moins bonne aussi, que c'était mes débuts dans la comédie, donc voilà. Mais vu que personne n'avait trop réagi, je me suis dit, bon, c'est que je dois pas... Peut-être que j'oublie ce registre-là et que je me concentre sur autre chose. Et en fait, c'est petit à petit, c'est Jacques Audiard qui m'a fait revenir à la comédie dans son film Les Olympiades, où il voulait qu'il y ait cette touche un peu de comédie. Et la fin que t'as 10 minutes à pied. Elle est pas belle, la vie, c'est simple, je pouvais pas trouver mieux. Et tu sais quoi? Je vois la scène de ma fenêtre. Et du coup, Louis qui a vu les Olympiades et qui s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'elle peut, et donc on va faire des essais, et on va travailler ensemble et voir. Donc c'est pas comme si c'était une découverte, mais en tout cas ça a été comme une réconciliation et une prise de confiance par rapport à la comédie pour moi. Ah, Le Père Noël est une ordure. Bah tiens, non, d'abord je vais faire Petite Maman, parce que du coup on parle de Céline Sciamma. J'adore tous ces films, mais je peux vous dire que Petite Maman, bon je vais pas parler de Portrait de la jeune fille en feu, mais Petite Maman, il est très court comme film, 1 heure ou 1h10. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je n'ai pas arrêté d'écouter en boucle la musique de ce film quand elles sont en barque toutes les deux. Alors pareil, je peux pas spoiler, mais c'est vraiment une histoire entre une petite fille et sa mère, quoi. Et sa mère quand elle était enfant aussi. C'est d'une poésie et d'une intelligence et d'une émotion. J'avais qu'une envie, c'était d'appeler ma mère toutes les 2 secondes, quoi. Donc c'est un très beau film à regarder, je vous le conseille. Elle a vraiment un don pour filmer les enfants, je trouve. Ouais, elle a un don pour filmer les enfants. Comment elle filme le désir féminin, mais les enfants, vraiment, c'est assez fort. Je suis d'accord. Le Père Noël est une ordure, bon rien à voir. Alors là, Le Père Noël est une ordure qui fait partie des films que j'ai dû voir une 40aine de fois, qu'on mettait pareil en cassette tout le temps chez mes grands-parents. Je pense que c'était le film qu'ils mettaient pour occuper les enfants, mais en même temps, nous on le redemandait, on adorait. Et puis là, si vous y allez avec 2 amis, c'est encore plus cher. Oui, bien sûr. Ça, la peau derrière. Un groupe d'acteurs comme ça, est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Je critique pas les acteurs d'aujourd'hui, mais cette dynamique-là du groupe d'acteurs qui créent ensemble, qui s'amusent ensemble, qu'on voit grandir ensemble, je trouve ça très émouvant. Et ce film, donc, qui est aussi une grosse référence des femmes au balcon, peut-être une des premières, parce qu'on est dans la comédie. C'est pas une comédie qui part dans tous les sens, mais qui s'autorise beaucoup et qui frise pas le mauvais goût, mais qui ose déborder, qui ose choquer. On se retrouve quand même avec un mort qu'on découpe et qu'on jette dans les cages aux fauves d'un zoo, quoi. Donc on y va. Allez les lions! Allez! Oui, bravo le roi des animaux! Ah, Pretty Woman. On passe vraiment sur quoi qu'elle Pretty Woman. Alors là, pareil, très différent, mais on est avec des personnages personnellement que j'adore, des personnages qui restent. Je l'ai vu jeune, ce film, je l'ai revu il y a pas si longtemps. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des images qui restent énormément en tête. Il y a ce fameux moment où il lui offre le collier magnifique, là, ou les boucles d'oreilles, je sais plus. Et elle va pour le toucher et il joue avec elle, il va pour le fermer sur ses doigts. Et elle se met à rire. Et c'est extraordinaire parce qu'elle a un rire tellement sublime. Julia Roberts, au-delà de ça, c'est très dur de rire. C'est un des trucs les plus durs à faire, de rire. Il y a 3 trucs, je dirais, qui sont difficiles. De rire, d'éternuer.
et de jouer la personne bourrée. C'est vraiment les 3 trucs à jouer dans un film en tant qu'actrice ou acteur qui, je trouve, fait partie des choses les plus compliquées. Et Julia Roberts rigole à merveille. Derrière toi, je sais plus ce que t'as mis. 7 ans de réflexion, je crois. Marilyn Titanic. Monroe. Ouais, 7 ans de réflexion, j'aurais pu en mettre d'autres de Marilyn Monroe. Mais je sais pas si vous voyez l'image mythique. Hein. Marilyn Monroe que j'adore. Je commence mon film en Marilyn Monroe comme si je sors d'un tournage où je joue Marilyn Monroe. Bon, un téléfilm qui est pas terrible, on comprend dans mon film. Et ensuite, j'avais envie d'être en Marilyn parce que j'avais envie d'utiliser cette image donc de Marilyn qui a été quand même une image créée pour l'homme et par l'homme, avec cette idée complètement de mystère à percer et il y a un endroit où elle a une vie tragique et une vie volée, quoi. Donc dans mon film, je voulais la libérer d'une certaine manière et utiliser cette métaphore-là. En tout cas, c'est une actrice incroyable. Dans ce film, justement, je la trouve ultra solaire. Là, on parlait juste avant de Pretty Woman de Julia Roberts et tout ça, mais avant ça, il y avait Marilyn qui est qui malgré tout est on sent tous les strates qu'il y a dans ses émotions, de tout ce qui n'est pas dit. On voit son côté solaire, on voit son côté, mais on voit qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'elle bouleverse et qu'elle émeut autant. Elle est ultra touchante et ultra puissante. Donc j'aime beaucoup ce film, pour elle essentiellement. Ah, The Party! Putain, pardon, j'avais jamais vu la... C'est bien celui-là que t'avais mis dans ta liste, parce que t'as mis Party, donc j'étais pas sûre que ce soit... Si, c'est ça. Okay. Mais c'est Peter Sellers, carrément ça. En fait, j'avais jamais vu la pochette. C'est cool comme film, c'est franchement hyper cool comme film. C'est très très drôle, il est très très drôle. Bon, il fait quelque chose qu'on ne pourrait plus faire et qu'on n'aurait pas dû faire à l'époque. Il est grimé en indien, donc ça c'est bon, c'est l'époque et on devrait pas du tout faire ça, mais il y a quelque chose de très fort dans ce film. C'est l'histoire d'un mec qui est un figurant et qui rêve d'être un acteur dans des grands films. Donc on est à Hollywood et tout ça. Et par des événements qui sont vraiment un enchaînement de coïncidences, il se retrouve invité à la soirée du gros producteur, un film dans lequel il vient de faire un figurant, mais parce qu'il est maladroit, il a fait faire que ce film devienne une catastrophe et tout est foutu à cause de lui. Mais évidemment, il n'a pas fait exprès. Et en fait, il se retrouve invité à cette soirée du grand producteur. Donc, il a l'air très stressé et tout ça. Mais ça montre à quel point, déjà, il est touchant, il est maladroit. On voit à quel point cet homme, il est maladroit pas parce qu'il est maladroit parce qu'il sait qu'il ne doit pas déranger et qu'il est de trop. Et qu'on n'a pas envie de petits mecs comme ça, non, il n'y a que l'espace pour les gens importants. Et cette jeune femme a le même problème dans ce film. Et on voit bien à l'époque aussi qu'on savait déjà qu'il y avait un problème, puisqu'il montre cette jeune femme qui est là parce qu'elle veut réussir en tant qu'artiste, parce qu'elle a des choses à dire, pas parce que juste elle veut réussir. On sent qu'elle a des choses à dire et qu'elle a envie d'y arriver. Et elle se retrouve avec un des producteurs, un des mecs importants de cette soirée, à devoir le suivre dans la chambre du haut parce qu'il y a quelque chose, parce que c'est moins le bordel, il y a quelque chose à lui montrer ou à lui dire ou à machin. Donc déjà, ça existait cette idée de suivre le producteur dans la chambre d'hôtel et on voit déjà à l'époque comme la jeune femme n'a pas du tout envie d'y aller et en fait, elle n'a pas le choix parce que tu sens comment le mec fait du chantage et lui insinue que si elle vient pas, c'est la merde. Et qu'en même temps, elle se dit non, il va pas aller jusque-là. C'est montré très subtilement, mais on sent tout ça. Donc au-delà d'être un film extrêmement drôle, parce que je vous jure qu'il y a des sketchs, c'est que des sketchs, mais il y a une histoire qui est profondément touchante, qui même fait pleurer, quoi. Donc je vous conseille ce film. Le premier film que je me souviens avoir vu au cinéma, dans cette petite salle de Rezé où j'ai dû attendre plusieurs fois avec ma sœur parce qu'il y avait vraiment beaucoup de queue et plusieurs fois la salle terminée complète. Donc on a dû revenir jusqu'au jour où on nous a dit c'est bon, il y a de la place. Eh ben j'ai pas regretté, c'est vraiment la première fois après Bambi que j'ai eu des émotions très puissantes sur la mort, sur l'amour, sur la différence des classes. Open your eyes.
Ce film, pour moi, c'est le plus grand chef-d'œuvre. Je pense que beaucoup, comme moi, partagent cet avis, en tout cas, parce que je sais que c'est le film préféré de beaucoup. Leonardo DiCaprio exceptionnel dedans, et Kate Winslet, qui est pour moi la plus grande actrice, la plus grande femme. Là, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a pas longtemps, dans un film qui s'appelle Les Miller, où je joue un petit peu à ses côtés. Ah. Hello. Morning. Et donc voilà, autant vous dire que, je ne sais pas si vous imaginez dans quel état j'étais quand je l'ai rencontrée. Elle est très très amicale et tout de suite, je sais pas, elle doit savoir que pour beaucoup, ça peut être perturbant de la rencontrer. Donc tout de suite, elle te prend dans ses bras. Elle a un côté très tactile pour dire c'est bon, je suis vivante, je suis réelle, je suis pas, voilà. Et c'est hyper agréable. Du coup, on passe à autre chose très vite et on se met sur le travail, la concentration. Et en même temps, elle est très rigolote. Donc quand on rencontre une idole comme ça, une idole parce que vraiment pour moi c'était une idole, donc de la voir en réel et de voir à quel point elle est, en plus d'être une actrice géniale, une humaine géniale, c'est cool. Titanic, je dois avoir 10 ans, là je dois avoir 12 ans, je le découvrais avec ma sœur, c'est ma passion, je tombe amoureuse d'Ewan McGregor qui est juste là. C'est une comédie musicale avec Nicole Kidman qui est absolument époustouflante, Baz Luhrmann qui fait partie de mes réalisateurs préférés. C'est complètement fou, il y a une mise en scène complètement dingue, mais dans tous ces films, c'est très rond, c'est très drôle, c'est très fou, c'est très féerique. J'aime la féerie et on y est carrément parce que là on est vraiment au Moulin Rouge, donc on se base sur des histoires un peu vraies de cette époque-là, même si c'est fictionné. Et on est avec Satine qui est donc une courtisane, mais qui est aussi une femme qui danse, on va dire, au Moulin Rouge et qui rêve d'être une réelle actrice. Mais en tout cas qui gagne sa vie. Surtout par rapport à son physique, son mystère, sa beauté, qui doit donner envie aux hommes, quoi. Et jusqu'à ce qu'elle rencontre donc des hommes riches, hein, c'est ça qui intéresse. C'est pas tant que ça l'intéresse dans la vie, mais c'est que comme ça qu'elle peut survivre, des hommes riches et importants. Jusqu'à ce qu'elle rencontre le poète, qui est cet homme, qui est Ewan McGregor. Et donc on est là, il y a plein de chansons que je connais toutes par cœur. Donc je vais pas vous les chanter maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais je les connais toutes par cœur sur le bout des doigts encore. Plus de 20 ans après. Et c'est eux qui chantent et ils chantent trop bien et c'est dingue. Hope you don't mind, I hope you don't mind. Voilà, pareil, je l'ai vu beaucoup de fois. C'est marrant parce que tu as réalisé un premier film qui est quand même très naturaliste et on sent quand même à la fois dans ta filmographie et là dans tes références que vraiment t'aimes bien quand même les choses très over the top et un peu oui, moi j'adore les trucs over the top. J'adore voyager, j'adore voir dans les films ce qui est difficile ou presque impossible de vivre dans la vie. Pourquoi j'ai commencé par un film réaliste aussi, c'est parce que quand on commence, on n'a pas de moyens. Mon premier film, je l'ai fait sans argent, je l'ai fait avec mon argent. Donc c'est un film autoproduit au départ, même si après j'ai été aidée une fois qu'il était tourné par Norway justement, mais ça me paraissait en tout cas plus juste, plus simple de commencer avec des choses très réelles, même si moi ce que j'aime c'est d'aller dans des trucs complètement barrés, quoi. Les meufs avec qui t'es sortie, t'as couché avec elles ou pas? Ouais. Oui ou non? Dis-moi la vérité, c'est important. Oui. Et poétique et féerique et Mulholland Drive, Lynch, justement dans les films de Lynch, donc il y a Mulholland Drive que j'arrive jamais à dire, mais c'est pour ça que je le dis très vite. Naomi Watts, pareil, que j'ai eu la chance, j'en reviens pas, j'ai l'impression de vous parler que c'est pas vrai. Aussi, vraiment pareil. J'ai rencontré avec qui j'ai tourné dans Emmanuel, qui est extraordinaire. Et ça fait partie de mes films préférés. Lynch fait partie de mes réalisateurs préférés, qui justement, comme les premiers films dont on parlait tout à l'heure, c'est des réalisateurs qui n'essaient pas de faire ce qui marche et ce que le public attend, même si c'est important de prendre en considération le public, c'est pas ça que je veux dire. Mais d'essayer toujours de réinventer en mettant le plus de sincérité et notre folie, c'est ça qui est intéressant dans l'art. Sinon, si on essaie tous de copier après les trucs qui marchent, on se retrouve avec des espèces de copies de trucs moyens qu'on a déjà vus, donc on voyage plus. Et c'est pour ça que ça fait partie des plus grands réalisateurs, c'est parce qu'ils sont libres. No hay banda. Freaks, à voir. Ça c'est un très vieux film de Todd Browning.
Il faut le voir, ça se passe dans le milieu du cirque. On est justement avec des gens, moins aujourd'hui heureusement, mais qui à l'époque on considérait comme des monstres, des gens avec des malformations, des personnes handicapées et tout ça, qui donc travaillent dans un cirque et qui sont ensemble, donc c'est l'importance aussi de la communauté pour survivre, surtout dans une société qui n'accepte pas la différence, donc pour ça c'est très fort. Et on se retrouve avec une femme, un couple de gens entre guillemets sans handicap qui s'avèrent être des raclures, qui sont intéressés que par la méchanceté et l'argent. Le film est fou, vraiment l'histoire est dingue, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais vu nulle part. D'ailleurs c'est un film qui a inspiré énormément d'autres réalisateurs, de grands réalisateurs et énormément d'autres films. Il y a une magnifique histoire d'amour dans ce film, avec un magnifique I Love You, un des plus beaux I Love You que j'ai vu au cinéma. Oh boy, I love you. I love you. Voilà, Boulevard de la Mort, Tarantino, j'aime beaucoup aussi parce qu'il a son style. Boulevard de la Mort, d'ailleurs, j'ai réussi à récupérer Down in Mexico, qui est une scène culte dans ce film d'une des jeunes femmes qui fait une danse, c'est pas un striptease, mais voilà, une danse un peu langoureuse sur un mec qui s'avère être un gros con dans le film. Enfin, c'est même pas un gros con, c'est un psychopathe dans ce film. Et donc, il y a une scène sur cette musique qui est absolument folle. Et j'ai eu la chance de la voir sans payer vraiment, pas cher du tout. On n'y croyait pas et on a réussi à la voir. Donc j'étais très contente parce que je voulais faire un petit... C'est d'ailleurs sur une scène de danse que je l'ai mis, je voulais faire un petit rappel. Voilà, si vous aimez les films de Tarantino et que vous n'avez pas vu celui-là, je vous le conseille. C'est autant un film de défense et de revanche, de vengeance. Il y a du sang, il y a du gore, il y a des femmes qui se défendent et voilà. Et je l'adore. Carole, je vois quelqu'un, on a déjà parlé, je ne sais pas qui. Bah, je pense que c'est Todd Haynes qui a dû faire une petite dédicace, non? Mais non. Bah, on l'a eu dans le vidéoclub, donc c'est possible qu'il ait C'est de la chance. Moi, je parlerai jamais aussi bien de lui que de son film. C'était pour parler de Cate Blanchett, surtout. Ah, sorry. Therese, not Teresa. No. Therese Balavet. J'ai eu la chance de tourner avec elle. À chaque fois, on me reprend là-dessus. On me dit, faut qu'on arrête de dire j'ai eu la chance de, parce que c'est pas de la chance, c'est aussi du travail, bien qu'il y ait toujours une part de chance. Mais de travailler avec Cate Blanchett, de rencontrer Cate Blanchett, de la voir travailler, de voir sa puissance de jeu et l'immensité de son talent, mais aussi de son travail. Et ça, il n'y a pas de magie ici, j'ai envie de dire, il y a de la magie parce qu'on ne comprend pas d'où ça sort chez Cate Blanchett, ce talent. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui travaille énormément, quoi. Et qui donne tout, et son métier, c'est sa passion, quoi. Donc c'est beau. Et moi, ça fait partie des plus grandes actrices avec Kate Winslet. C'est marrant parce que c'est deux Kate. C'est des inspirations totales parce que justement, elles prennent des risques, elles vont vers des personnages qui sont complexes, qui essaient de raconter des choses différentes. Ouais, pour moi, c'est des vrais modèles, quoi. Mais pas seulement en tant qu'actrice, en tant que femme tout court et de comment elles prennent en main leur créativité et tout ça. Donc Carole, film magnifique, hein. Je pense que, en tout cas, tous ceux qui ont aimé Portrait de la jeune fille en feu qui n'ont pas vu ce film, je vous le conseille parce que c'est une magnifique histoire d'amour. Possible et impossible, une histoire d'amour entre deux femmes. Bon courage pour ce montage. Merci beaucoup. Colmini,